Bienvenue sur Slab Magazine, vous écoutez les podcasts de Slabrovision. Bonne écoute à tous. Allez, alors où es-tu là? Alors à Biarritz, chez moi, dans mon appartement, avec ma copine Julie. On bosse tous les deux sur le même bureau d'ailleurs, enfin côte à côte. Ok, ça roule. Qu'est-ce que tu fais de tes journées du coup? Alors je me réveille assez tôt, enfin assez tôt, 7h, 7h30, je vais marcher. Je marche, je vais voir les vagues, en fait, je vais voir la mer. Yes. Ok, Je marche une petite heure, je reviens, je mange et je me mets à bosser tranquille. d'accord. Après, voilà. Tu j'ai bosses un- sur quoi en ce moment? Enfin, j'ai deux projets. C'est de la vente, c'est de faire de la vente en ligne, de la vente Yes. directe, avec une première étape qui sera du financement participatif. Donc, faire des levées de fonds via Kickstarter. Ok, C'est sur deux produits, donc je ne vais pas trop en parler. d'accord, ouais, Sortir un premier dans un mois. Donc, la campagne Kickstarter va commencer dans un mois. d'accord. C'est en Et... rapport avec le boogie ou Non. Non, je l'aurais dit. Ah non, Ouais, je l'aurais pas dit du coup, mais c'est pas du tout, non. Le bodyboard, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du marché. t'as pas spécialement envie de continuer là-dedans? Je suis arrivé, ouais, ça faisait quand même 7-8 ans que je bossais dans le marché et je pense que j'ai fait le tour dans le poste, sur le poste que j'avais. Du coup, c'est vrai que c'était un marché qui n'était pas extensible Non, c'est sûr. et c'est assez limité en termes de développement, de Yes. vision, avec les fonds qu'on avait et les fonds que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire de super intéressant, quoi. Yes. Tu fais un peu de sport quand même? Tu essayes de t'entretenir Ouais, là? alors, ouais. Un peu de footing, comme tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Sauf Davo, apparemment. C'est sûr. Il Euh, goûte, ouais, c'est ça, lui, il fait des goûters, il mange des pains au chocolat, du coup. c'est ça. Qu'est-ce que je fais un peu? Je suis les vidéos de Louis Finnegan de yoga. Ok. Hyper intéressante, hyper bien détaillée et c'est assez physique, c'est cool. Franchement, ça Ouais. fait progresser. Je recommande tout le monde de se connecter, louisfinnegan.com d'ailleurs. Ouais, super. Ta dernière session, c'était quand? Alors, ma dernière session, c'était le dimanche. Alors, on a été confinés un mardi, je crois. C'était le dimanche, Ouais. c'était une session à la Gravière. Ouais, C'était un hold-up parce qu'on était trois à l'eau. C'était un matin, il faisait froid et tout, avec mon frère et Arthur Bourbon. ouais. Et on s'est levé, on est allé voir et tout. Et là, c'était un peu trop haut et tout. Il y avait quoi? Il y avait un bon 2 mètres short break. Et ouais, c'était bonne dernière session. Ouais. J'ai eu deux Ah, bons tubes. C'était pas la scoring, mais bon, il y a eu des bonnes vagues, quoi. comment t'es arrivé au boogie en fait? J'ai grandi en Guadeloupe. Donc j'habitais devant une petite plage qui s'appelle le LE, le HX. Et du coup, on allait le week-end se baigner et il y avait des vagues. Et petit à petit, je me suis mis à l'eau en boogie avec mon frère. Donc il y avait tout un petit crew de surfeurs, de bodyboarders. Moi j'ai choisi le bodyboard, mon frère il a choisi le surf. Et voilà, on se tirait la bourre avec les potes de là-bas. Donc il y Ouais, a yes. des gars comme Coucou, on l'appelait, qui était hyper fort sur la droite du LE, là. Vers 12 ans, j'ai Max Marianne, je ne sais pas si tu le Ouais, connais, carrément, qui bien était sûr. un bodyboarder de là-bas Ouais, aussi, ouais. qui lui, donc il m'a un peu pris sous son aile. Ouais, Il m'a mis ok. à la compétition. J'avais pas trop envie d'en faire. Et j'ai D'accord. commencé les premiers championnats de France. J'avais 12 ans. Ok. Et après, voilà, chaque année, on venait faire les championnats de France. Donc souvent, c'était en métropole. Ouais. Sauf en 2003, il me semble que c'était à La Réunion. Bon, c'est un peu un souvenir nostalgique, mais il y avait eu un GOB en Guadeloupe. Plus en quelle année c'était? 99 peut-être? Ouais, peut-être, 98, je ouais. sais plus. 98, 99, ouais. Ouais, et j'étais allé voir avec mes parents et j'avais vraiment halluciné sur le niveau. Je crois, il y avait Tamega qui avait gagné et Pierre-Georges avait fait troisième. Je crois qu'il avait fait une finale. Du coup, voilà, ça m'a mis dans le bain du bodyboard un peu. Ouais, Ouais. c'était Moi, cool. c'est mon premier trip à la Guadeloupe. C'est Ah la ouais, première fois que j'ai pris l'avion, je crois, à 17 ans, un truc comme ça. Et je suis allé ah en ouais, ouais. Guadeloupe et ouais, on avait bien scoré, c'était Surfer? cool. Ouais. Ouais, au moule, ouais. Ouais. On était là-bas et on a vu des bonnes vagues et il y avait, c'était vraiment une mentalité à la cool, quoi. Enfin, c'était Ouais, vraiment, ouais. vraiment bien apprécié, quoi.
Ouais, bah, en fait, la Guadeloupe, il y a pas grand monde à l'eau finalement. Tout le monde se connaît. Il y a des vagues du matin au soir et c'est pas des vagues Ouais, qui sont parfaites, donc personne n'a vraiment les crocs. c'est ça. Une bonne ambiance. Hein. Et petit pour apprendre, bien sûr, il y a des variétés de vagues. Eh ben, moi, j'étais un des rares droitiers de Guadeloupe Ouais, c'est parce que vrai. j'ai grandi devant une petite droite, alors que tous les gars là-bas c'est des gauchers. Embauché, bah ouais. Bah, du coup, Pierre-Georges, Éric Coulon, Jean-Pierre Parole, Jean-Marie Culson. Et Yes. du coup, voilà, j'ai appris la polyvalence du coup en allant surfer. Ouais, On a surfé au moule, notamment qui est une d'accord, gauche. hein. Ouais, Et moi, à la base, je surfais que des droites, quoi. Je savais même d'accord. pas faire un rotation gauche, quoi. Ouais. Donc, ouais, les vagues, c'est des vagues, je trouve, qui permettent de travailler la glisse pas mal, de travailler les lignes, les bottoms, qui poussent à aller chercher la vitesse parce c'est des vagues qui sont pas très puissantes. Je pense que pour l'apprentissage, c'est C'est assez top, bien. ouais. Ouais. Ouais, ok. Du coup, comment t'es arrivé chez Pride en fait? Et ben là, ma mère, elle a fait les cartons dernièrement en Guadeloupe et une demande de sponsoring que j'avais faite à Imanol à l'époque en 2002 et je l'ai retrouvé. Et du coup, j'avais fait le championnat de France en 2001, j'avais gagné en minime et du coup derrière j'ai fait des demandes, j'avais quoi 13 ans Ouais, et là j'ai été sponsorisé par Pride en 2002 ok. et du coup j'ai construit une petite relation avec Imanol parce qu'il était un Ouais, peu ouais, son apport à l'époque. bien sûr. Et du coup, j'ai fait des études en parallèle j'ai suivi un programme de sportif de haut niveau où Ouais, je pouvais faire les compétitions, louper des cours et continuer les études. ok. Et je suis passé par une école d'ingénieur. À la fin de l'école d'ingénieur, je me suis fait embaucher chez Pride. T'étais, J'étais stagiaire d'abord, et après, à la fin du stage, je me suis fait embaucher. t'étais spécialisé dans quoi, tes études? Dans l'ingénierie? C'était de la conception de produits Ok, ça réalisée. marche. Ouais. D'accord. Et bah après, ton rôle de team manager, comment ça a glissé là-dessus? Après, ben, j'ai glissé sur un rôle de chef de produit team manager. Donc, c'était un Ouais, peu, petit à petit, c'était un peu le rôle couteau suisse de la boîte aussi. Parce que comme c'était une petite boîte, comme toutes les petites sociétés, on touche à tout. sûr. Et du coup, ça s'est enchaîné direct en fait à la suite du stage. Le stage était chargé de développer des nouveaux produits. Je ne sais plus lesquels on avait fait pendant le stage. Et petit à petit, vu que moi j'avais l'expérience de la compétition, je faisais encore des compétitions, c'était Sûr, ouais. facile pour moi de pouvoir gérer le team, de pouvoir discuter avec eux. Et c'est vrai qu'Emmanuel étant tout seul, il m'a délégué cette partie qui était hyper intéressante. Mm. Et donc on a construit des belles années après Ouais, c'est clair. avec Pride. On avait Pierre-Louis. Bah, quand je suis arrivé, il était déjà là, je crois. On a pris Louis Finnegan, on a pris Jared Houston, Antonio Cardoso. On avait enfin, la Dream Team. Justement, par rapport à ça, c'est qui le plus pro que tu as eu en team manager à gérer Euh, le plus pro à gérer, je pense que c'était Jared Houston. Tu sais, c'est un peu un fonctionnement à l'anglo-saxonne. C'est très direct. D'accord, C'est très facile à gérer. Je m'entendais bien avec tout le monde. Je d'accord, ouais. m'entendais bien avec tous les riders. Je pense qu'ils avaient tous En fait, on était dans une phase où on organisait, on était la seule marque qui organisait des projets et tout. Donc, Bien sûr, ouais. je pense qu'ils étaient tous plus ou moins contents d'être dans le team Ouais, carrément. et de participer aux trips qu'on organisait chaque année, etc. Donc tout se passait plutôt bien. Ouais, c'est cool. Et celui qui était le plus difficile un peu à cadrer, on va dire? Ben, on va dire Pierre-Louis. Ouais, Pierre-Louis? Non, disons que Pierre-Louis, de travailler avec lui, en fait, on était amis. Du coup, on a cette relation amie et professionnelle à un moment. Et du coup, bah, c'était pas le plus difficile, mais voilà, fallait s'organiser un peu plus avec lui, quoi. Je voulais aussi ton rôle par rapport là pour le coup à développement de produits. Est-ce que c'est un rôle justement que tu appréciais aussi justement d'essayer de pousser le matériel dans le sport du boogie parce que c'est quand même quelque chose qui a quand même très peu évolué Ouais. depuis le début quoi. Et je Ouais. voulais savoir si toi tu t'étais investi justement par rapport à ça, essayer de trouver des choses. Ouais. Alors nous, chaque année, l'idée, c'était de sortir des nouvelles innovations, que ce soit sur le bodyboard ou sur les palmes.
et je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs. Ça permet de faire évoluer le sport, comme tu dis, et d'apporter quelque chose dans la performance. Je pense que ça a beaucoup évolué. Si tu regardes, tu disais que les matériaux et tout n'ont pas beaucoup évolué, mais si tu regardes les Non, ouais, templates si, si. d'avant, je pense que Ouais, bien sûr. tu pourrais pas rider sur une planche d'il y a 15 ans, quoi, C'est clair, bien tellement, sûr. Ouais, tellement la différence. Mais c'est incrémentale, si tu veux. Petit à petit, en fait, il y a des évolutions qui se font. On va chercher à droite, à gauche si ça marche pas. Et petit à petit, il y a un entonnoir qui se crée. Et on yes. arrive sur un template ou sur des matières qui fonctionnent. Et de sortir de ce modèle-là, c'est ce qui est le plus difficile. C'est de partir sur une innovation qui serait plutôt radicale et de changer complètement de matériaux. Mais ça demande beaucoup de budget, d'investissement, de recherche. Et comme il y a sur le marché, si tu veux, il y a une seule usine vraiment qui fait 80 ou 90% des planches. Hmm, Donc ça complique aussi le processus d'innovation beaucoup. bien sûr. Mais ça permet la diversité des marques et permet justement de stimuler un peu et de créer un peu de concurrence justement dans la course à l'innovation et d'essayer de sortir les dernières évolutions. Ouais, Il y a eu plusieurs étapes et moi quand j'y étais, il y a eu des étapes sur les matériaux, donc il y a eu plusieurs corps, combinaisons de corps qui sont sortis, sur les shapes, les rails, et depuis que l'usine elle avait acheté une machine à commande numérique, ça a commencé à partir sur. En fait, on était nos limites en termes de shape et de concave et de trucs, bien sûr. puisque Hein. on a une machine qui peut faire absolument tous les shapes qu'on veut. Ce qui fait que là, toutes les marques elles sont parties dans l'étude justement des concaves et D'accord. du fluide, quoi. Ouais, ouais. Et par rapport justement aux matériaux, est-ce que c'est vous qui commandiez ou est-ce que c'est plus par exemple, je pense au passage au NRG, etc. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de baisser la densité ou c'est plus l'usine qui fait En ses fait, propres tests? il y a eu il me semble, alors je ne sais pas si je vais te dire l'histoire correctement, mais il me semble qu'avec le 2008, avec la crise de subprime, il y a l'usine qui faisait le Polypro de l'époque, qui était un Polypro extrudé. Ouais, Je crois qu'elle a arrêté de le produire. Ce qui fait que l'usine de bodyboard a dû complètement changer son process d'accord. et de partir sur un Polypro qui soit expansé. OK. Et ça a complètement revu la manière de voir tout le processus de l'usine, de shaper, quelles sont les matières qu'on peut utiliser, les coûts, etc. Et du coup, je pense qu'en sourçant une nouvelle usine qui faisait du polypro expansé, ils ont vu qu'on pouvait faire différentes densités de polypropylène D'accord. et peut-être d'avoir un polypropylène qui soit plus souple, plus adapté aux eaux froides, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu justement, enfin moi personnellement, je trouve que qui surfe en Vendée, et cetera, je trouve que le NRG, c'est vraiment un pur corps, Ouais. par exemple sur les mi-saisons, parce que je trouve qu'on a moi je ridais souvent à ce moment-là du PE et le PE ça a plein d'avantages, mais ça manque un petit peu de Ouais, nervosité, et cetera, ouais, et je trouvais que justement le NRG avait trouvé cette ouais. espèce de balance entre, le ressort du Polypro et cette souplesse un peu du PE, quoi. Je suis d'accord. Pour moi, il y a eu alors moi j'ai eu des phases. Je pense que Ouais, comme moi tout j'ai le la monde, possibilité de tester bien beaucoup sûr. de planches et du coup j'ai eu des phases où j'aimais bien les planches souples l'hiver pour pouvoir justement avoir beaucoup plus de contrôle. Ouais, En gros, plus on a une planche souple, plus on a du contrôle et plus elle est dure, moins on a de contrôle, mais plus on a de projection. bien sûr. Et j'ai suivi un peu la tendance parce que vu que c'est moi qui commandais les planches des riders qui ont des planches sur mesure, et eux, ils Ouais, allaient sur une tendance à aller sur des planches de plus en plus dures. Pierre-Louis, il a deux stringers. Jared Houston, il a deux stringers. Louis Finnegan, il a deux stringers. Tristan Roberts, il a deux stringers. Ils ont tous deux ouais, stringers avec du d'accord. polypro. Et ils OK. surfent dans l'eau jusqu'à 14, 13, 12 Ouais, avec ces planches-là. Donc c'est assez. Et en fait, je pense que le sport est allé dans cette direction où les mecs ils sont tellement devenus performants ils arrivent eux à avoir les bonnes trajectoires avec des planches très dures. d'accord. Ce qui fait qu'ils ont à la fois le contrôle et encore plus de projection. Donc Ouais, ouais. ils ont un peu tout. Et moi, j'ai essayé d'aller dans cette voie-là en essayant de suivre ce qu'ils faisaient. Et finalement, je me suis rendu compte que l'hiver, je m'amusais beaucoup moins. Bah, bien sûr, hein. C'est sûr que quand tu as la ligne parfaite avec une planche dure, avec une planche dure dans l'eau froide, bah, c'est beaucoup mieux. Mais
la majorité des sessions se fait dans des vagues qui sont un peu moyennes avec du clapot. Bien sûr. Et donc, ouais, j'ai envie de revenir sur du. Je l'ai pas encore fait là, mais j'ai envie de revenir sur des planches plus souples. Là, je me suis commandé 2 planches, une PP 2 stringer et une PP 1 stringer, je crois, là, elles viennent d'arriver. Yes. Et je regrette un peu de ne pas avoir une planche un peu plus souple, ouais, un peu, un truc un peu plus polyvalent, quoi. Toi, dans le fait de tester plein de choses, est-ce que tu as vraiment eu des planches ou des innovations? Je pense, moi, j'ai testé il n'y a pas si longtemps le quad concave, j'ai vraiment senti une différence. Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, ouais, ça, c'est la bonne idée, ou ça, bon, c'est pas top? Est-ce qu'il y a eu des innovations qui ont vraiment changé ta perception de rider ou pas? Ouais, alors, je pense que l'ISS, quand c'est arrivé, je pense que j'ai vraiment, là, pour le coup, je sentais vraiment la différence entre tous les stringers. Je l'avais testé en indo une première fois, donc dans de l'eau chaude. Et j'avais 4 stringers et je pouvais sortir de l'eau, tester un autre stringer, rentrer dans l'eau et voir la différence. Génial. Et du coup, là, j'étais là, ouais, en fait, même à la rame, je sentais la différence sur quand je rame la vague. Même sur la prise de vague, je sentais que le stringer souple, finalement, ça avait moins d'inertie. Bien sûr. C'était assez fou. Après, voilà, c'est difficile. Les tests de planche, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. On a l'épaisseur, la planche, si elle a été faite en fonction de la production de la planche, si elle a été faite 3 mois avant ou 3 mois après, la température qu'il faisait dans l'usine, eh ben, ça peut jouer sur la température, sur la propriété de la planche. Carrément. On va avoir la finition, si le mec qui a fini la planche et les rails et tout, il les a finis comme ton ancienne planche. Et du coup, plus tous les paramètres de vague. Donc du coup, comparer 2 planches, c'est un casse-tête. Donc en général, ce qu'ils font et ce qu'on fait, et ce que je faisais moi, c'est une fois qu'on a une planche qui fonctionne, on essaie de se faire toujours la même planche et là de changer plus ou moins les matériaux. Et dans certaines conditions, j'aimais bien même des planches plus grandes. Hein. J'aime bien surfer en 41,5 l'été et en 41 l'hiver, par exemple. J'aime bien avoir des petites astuces. Mais j'ai pas eu d'énormes coups de cœur sur un matériau ou sur une planche. Après, c'est sûr que maintenant, toutes mes planches, moi, sur mes planches, j'ai le single tout double concave là, de Prime. Ouais. Je trouve que ça apporte un poil de lift sur l'arrière de la planche. Alors, ça, c'est mon ressenti. Ça se trouve, quelqu'un d'autre va le tester. Il aura un ressenti différent. Mais moi, la manière dont je le ressens, c'est ça. Et ça permet de casser un peu la courbe aussi plus rapidement. Étant donné que je pense que ça crée un petit peu de turbulence sous la planche, ça permet d'avoir un poil plus de contrôle, quoi. D'accord. Ton pro modèle qui était en commerce, c'est la board que tu ridais? À l'époque, c'est la board que je ridais, ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les planches que Pierre, par exemple, que Jared surfe au quotidien avec le pro modèle qui est en vente? En fait, c'est pareil, je pense que l'usine, quand ils sont installés en Indonésie, il y avait une grosse différence entre les planches que Dan Sives ou Nick Merritt shipaient et les planches qui sortaient en production, qui étaient shippées par les Indonésiens. Et petit à petit, en fait, je pense que les Indonésiens aussi, ils ont pris de l'expérience. Et aujourd'hui, je pense que je suis quasiment pas capable de voir la différence moi, entre une planche de Pierre-Louis. Si tu me mets une 41 de série et une 41 sans custom, côte à côte, avec les mêmes stickers, les mêmes couleurs et tout, je pense que je suis pas capable de voir la différence. Tellement, carrément. dans l'usine, ils sont arrivés à. En fait, ils ont beaucoup de choses qui sont automatisées. Ils ont la découpe du pain de mousse, ce qui fait que tous les pains de mousse ils sont identiques. Donc une fois qu'ils ont le bon template, les rails vont être identiques, le pain de mousse va être identique et ça rend tout beaucoup plus précis, quoi. Alors qu'avant, on pouvait avoir un nose un peu de travers. Pierre, par exemple, j'avais entendu qu'il ridait de différentes largeurs de planches, etc., pour différents types de vagues. Est-ce qu'ils sont toujours comme ça ou pas du tout? Non, les riders, alors moi j'ai arrêté de leur faire des planches depuis 1 an, mais pendant 7-8 ans, c'était quasiment tout le temps les mêmes planches chaque année. Pierre-Louis, tout le temps les mêmes. Il teste les planches et tout, Bien sûr. mais il revient pour la compétition, du moins il revient sur le template qu'il apprécie, sa planche magique qui est celui de la Hanser, la Pride Hanser. D'accord. En 2 stringers PP classique avec du mesh. Ouais. Yes.
Les prochaines évolutions pour toi, c'est quoi, à ton avis? Bonne question. Alors, d'un point de vue industrie, je pense que la crise du coronavirus va un peu freiner tout ce Recherche qui et est développement, R&D ouais. et même marketing. À mon avis, il y aura moins d'argent qui sera investi dans les compétitions, dans les riders et tout. Donc, Bien sûr. à mon avis, ça va un peu freiner cet élan qu'il pouvait y avoir entre les différentes marques. Mais, euh, mais moi, je verrais bien, étant donné que les riders vont sur des planches qui sont de plus en plus dures, je verrais bien des composites avec de la résine rentrer dans le process à un moment. Ça pourrait, tout en conservant le confort, je pense, sur le deck, avec une mousse ou quelque chose, mais avoir des planches qui soient très rigides et très très réactives. On se rapproche un peu de la réactivité des planches de surf, quoi. Ah ouais, carrément. D'accord. Ouais, je pense que. Alors, je sais pas s'il faudra changer aussi forme, shape ou quoi, ou adapter carrément le surf, mais le prochain qui arrivera à sortir une planche qui sera très très réactive, à mon avis, il fera une petite différence sur les autres. Yes. Et par rapport à ça, les riders, comment ils encaissent ça physiquement? Tu penses qu'il y aura plus de blessés dans les prochaines années? Mais je comprends pas, en fait. Moi, je me suis fait, rien qu'il y a 3 ans, où je me suis fait une hernie discale au cervical. Je pense que c'était sur une réception juste d'un rouleau, bon, mal reposé et tout. J'ai fait le scorpion, mais bref. Alors, moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Eux, ça leur arrive tout le temps. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'ils sont à la fois préparés physiquement, à la fois très, très souples. Si on regarde quelqu'un comme Amaury, on a l'impression qu'il est, qu'il peut rien lui arriver au Ouais, bien fronton. sûr. Jeff Huber, qui a 42 ans, il tape toujours autant de lèvres à backdoor. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. Ça, c'est un des trucs que C'est le j'ai pas compris dans secret. le bodyboard. Je pense c'est comment il se blesse. Il se blesse pas trop. Il y a Jared Houston, il s'était quand même déboîté l'épaule à Nazaré une fois. Ouais, Euh, Pierre-Louis s'est cassé des côtes, mais il y a vraiment pas eu de grosses blessures ouais, qui c'est ont clair, arrêté c'est des ça. carrières. Si, il y avait eu quand même Cédric Dufort en 2006. On était au Mentawai et il s'était déboîté l'épaule et disloqué. Il avait eu toute une opération derrière. Et du coup, il avait mis 6 mois ou plus, je crois, avant de retourner à l'eau. Et ça avait Ça bien, l'avait je pense. freiné, ouais. Ouais, ça avait bien freiné. Ouais. Dernière question un peu sur la recherche et le développement, c'est quoi la Ouais. part d'investissement des riders? Alors, en fait, les étapes, c'était. Enfin, en aparté, tu as vu, je suis plus chez Pride, hein, donc je pense que Ouais. c'est la Barvet qu'il faut parler. Les étapes de recherche et développement, en gros, on avait des idées, on faisait des brainstorming classiques. On essayait de rechercher des bonnes idées, de s'inspirer d'autres sports. On faisait produire des planches et on les faisait tester aux riders. On leur demandait, si possible, de comparer avec leurs planches actuelles, etc., et d'avoir des protocoles de test où ils donnaient les différences. D'accord. Et du coup, c'est eux, après, qui nous disaient ça c'est bien, tel paramètre c'est pas bien, on peut pas faire, je sais pas, un deck avec du concave. Enfin, il y avait plein de. On a fait des dizaines et des dizaines de tests. Et du coup, à partir des réponses, eh ben, on se lançait ou pas sur la nouvelle idée ou la nouvelle technologie où on Ah, allait ok, beaucoup génial. plus loin avec l'usine. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, donc du coup, t'es plus chez Pride? Non, Ouais, ça fait combien de temps maintenant? bah, je suis plus chez Fred depuis mars 2019. Ouais, ça te manque de plus travailler dans le boogie ou Euh, Bah écoute, je pense que j'avais fait le tour, j'ai fait le tour du marché. Je suis toujours un peu dedans. J'interviens sur des phases de consulting pour Pride ou quoi. Donc je suis toujours rider, j'ai toujours des planches. Donc D'accord. ça me manque pas tant que ça dans le sens où maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Ça m'a permis aussi de voyager. J'ai fait pas mal de voyages. Je suis parti à Tahiti. C'est un truc que je voulais absolument faire parce que je pense que c'est un peu le paradis du bodyboard là-bas. Ouais. Je suis parti 2 mois en Indonésie avec ma copine, histoire de me poser un petit peu aussi. Et j'étais basé à Bali et j'allais un peu sur toutes les îles. J'avais jamais eu de break, je pense, après mes études dans ma vie, quoi. C'était le moment de le faire. Du coup, avec ces derniers temps là, est-ce que tu penses que est-ce que c'est dur d'être un pro? Enfin, ça l'a toujours été, mais est-ce que c'est dur encore plus d'être un pro bodyboard aujourd'hui? De gagner de l'argent, du coup, en faisant du Ouais, bodyboard, ouais, en vendant son image. ouais, carrément. Ouais, ça va devenir très dur. Ça va devenir Ouais, très dur. Après, moi, je vois une évolution. Je vois bien une évolution de la manière de promouvoir et
plus s'inspirer de comment les blogueurs ou les youtubeurs ils font finalement en vendant de la pub sur leurs Instagram ou leurs réseaux sociaux. Ouais, devenir des Plutôt influenceurs du bodyboard. Devenir des influenceurs du bodyboard, quoi. Ouais. Ouais. Et d'avoir des communautés qui soient assez grosses et aller chercher du coup d'autres sponsors qui pourraient s'intéresser juste à leur communauté, l'âge des personnes qui les suivent, etc. Plutôt que d'avoir que des marques qui soient orientées bodyboard. Donc, si les prochains bodyboarders sont assez intelligents pour s'orienter comme ça, eh ben, ouais, il y aura de la place encore, hein, c'est sûr. Après, étant donné qu'en plus en compétition, il y a de plus en plus de prize money, donc bien sûr, les top 10 qui gagnent les compètes, ils peuvent un peu se maintenir et suivre le tour en gagnant du prize money, quoi. Est-ce que vous aviez déjà commencé à amorcer des choses au niveau de l'écologie, justement, chez Pride, quand il y était encore? Alors, quand je suis parti, on a commencé à amorcer quelque chose. Et du coup, là, chez Pride, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, ils ont sorti un corps en polyéthylène qui soit recyclé. Et du coup, le polyéthylène, c'est un peu la grosse part du volume des ventes de Pride, puisque c'est des planches qui sortent entre 100 €, 120 €. Et ce qui fait que, en termes de bilan carbone, de remplacer, enfin, en termes d'impact écologique, remplacer le gros volume par quelque chose qui soit un peu moins impactant sur l'environnement, c'est vraiment top. Deuxième chose qu'ils ont sorti là aujourd'hui, c'est les palmes Vulcan. Là, ils ont intégré, je crois, 40% de produits recyclés, de caoutchouc recyclé dedans. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est pareil, c'est du caoutchouc qui serait peut-être parti à la poubelle ou quoi, et qui est réintégré dans un nouveau cycle de vie. Ouais, c'est très bien ça. Donc ouais, chez Pride, ils ont vraiment intégré l'aspect écologique et je pense que maintenant c'est indispensable dans un développement produit. On essaye de trouver les meilleurs moyens pour réduire son impact et faire un peu moins mal à la planète.